Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans la suite de ce qu'on avait commencé donc, la semaine passée, donc on avait commencé à parler de retrait-gonflement des argiles. Juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, j'avais dit que classiquement, enfin, ce qui se faisait, ce qui se fait même jusqu'à maintenant dans la plupart des laboratoires industriels de géotechnique, pour caractériser le phénomène de retrait-gonflement, donc on le fait, je disais souvent, dans un odomètre, c'est-à-dire nous avons un échantillon de sol, d'accord, placé dans une cellule odométrique. Bon, ça c'est la bague odométrique. OK. Et bien sûr, on a le moyen de mesurer avec un comparateur les déformations verticales, les déplacements verticaux. OK. Et ce qu'on fait, donc, on verse de l'eau sur l'échantillon, bien sûr, à l'intérieur de la cellule, odométrique. Vous avez tous vu une cellule odométrique. Donc, on verse de l'eau à l'intérieur et on mesure le gonflement. Donc, souvent, les essais de gonflement qui se font, d'ailleurs, il y a des essais qui sont normalisés de gonflement. Bon, il y a plusieurs types d'essais, mais ils se font tous dans une cellule odométrique. Et ce qu'on mesure, en fait, dans ce type d'essai, on mesure juste le résultat. C'est-à-dire, par exemple, on va mesurer delta H pour un essai comme ça. Delta H en fonction du temps. D'accord? Delta H en fonction du temps. Donc, on va avoir une courbe de gonflement comme ça. Et on aura le delta H final ici, qui vous donne l'amplitude totale de gonflement. Voilà. Donc, je disais que c'est comme ça qu'on caractérisait le potentiel de gonflement des argiles, soit en regardant l'amplitude de gonflement. Donc, si l'amplitude de gonflement est importante, on va dire que le sol est très gonflant. Et on pouvait aussi mesurer ce qu'on appelle la pression de gonflement. Donc, on mesure l'amplitude de gonflement. Et, bon, ça je l'ai déjà dit, mais maintenant, on a la pression de gonflement. Donc, on mesure aussi la pression de gonflement. Pour simplifier, c'est quoi la pression de gonflement? La pression de gonflement, en fait, c'est la contrainte qu'il faut appliquer sur l'échantillon de sol. Je vais la schématiser ici. Voilà, c'est la contrainte delta sigma qu'il faut appliquer à l'échantillon de sol de façon à l'empêcher de gonfler. D'accord? C'est-à-dire, on va verser de l'eau, mais tout en appliquant une certaine contrainte. Bon, il y a différentes techniques pour le faire, mais la contrainte qui est nécessaire pour empêcher le gonflement, c'est la pression de gonflement. Bien sûr, plus le sol est gonflant, plus il faut une contrainte importante appliquée pour empêcher le gonflement. D'accord? Donc, si on dit par exemple que la contrainte de la pression de gonflement est égale à 3 bars, ça veut dire qu'il faut appliquer 3 bars pour empêcher tout gonflement. Donc, si je construis un bâtiment dont les fondations transmettent uniquement 2 bars, donc ce bâtiment est susceptible d'être soulevé par le sol, parce que le sol va pouvoir appliquer une contrainte vers le haut égale à 3 bars, supérieure aux 2 bars qui sont transmis par le bâtiment, par exemple. D'accord? Alors, juste pour vérifier que vous me suivez bien, la fois dernière, j'avais dit que cette approche-là, elle est insuffisante. Elle est insuffisante. Cette approche-là, elle est insuffisante. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Pourquoi cette approche classique, qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui, je dirais, par les laboratoires de géotechnique, par les ingénieurs, pour caractériser le gonflement, pourquoi cette approche est insuffisante? C'est ce que j'ai expliqué la semaine passée. Parce qu'il ne donne pas l'information suffisante sur la contrainte. Très bien, très bien. Parce qu'on ne donne pas d'informations sur la contrainte.
en fait sur la cause, parce que quand on étudie le comportement mécanique de n'importe quel solide, en particulier du sol, en fait, c'est une relation contrainte-déformation. Donc, si je veux mettre la déformation ici, rien ne m'empêche de le faire. Ici, je mets la contrainte. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour l'essai odométrique. L'essai odométrique, on met voilà, une courbe indice des vides sigma, par exemple. Je peux mettre sigma, je mets log sigma en général, log sigma prime B. Ça me donne une courbe comme ça. Le chargement, voilà, la décharge comme ça. OK? Donc, j'ai ici la contrainte et ici, j'ai la déformation. Donc, j'ai une relation complète, contrainte-déformation. D'accord? Ici, dans cette étude-là, non, je n'ai pas de relation contrainte-déformation. J'ai juste l'information sur la déformation. Bon, ça en fonction du temps. Mais où est la contrainte? C'est-à-dire, où est la cause? Si je regarde ici, l'essai odométrique par exemple, on a dit la cause, et là j'ai la conséquence. D'accord? C'est une relation cause-conséquence. J'applique une contrainte, je vais avoir une déformation. Je construis un bâtiment sur un sol, ça c'est la cause, je vais avoir des tassements. D'accord? Donc, il faut que j'ai la relation complète entre la cause et la conséquence, entre la contrainte et la déformation. Dans cette approche-là, que je viens de présenter sur le gonflement, l'approche elle est incomplète. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement la déformation, il n'y a pas d'information sur la cause du gonflement. D'accord? Donc, pour l'instant, la contrainte de gonflement, c'est-à-dire, je vais dire, voilà, il n'y a pas de contrainte. Je parle uniquement de l'eau. Par exemple, je verse de l'eau, j'ai un échantillon qui gonfle. Donc, si je verse de l'eau uniquement, la contrainte, qu'est-ce qui va changer si je verse uniquement de l'eau sur un échantillon de sol? Qu'est-ce qui va changer pour cet échantillon de sol? Est-ce que la contrainte totale, elle va changer? C'est vrai, vous êtes caché derrière les écrans, mais il faut me répondre quand même. J'ai un échantillon de sol. Ça change. Oui, vas-y. Oui, ça change. La contrainte totale, elle va changer? Non. La contrainte totale, elle ne va pas changer parce que je ne vais pas appliquer un chargement. D'accord? Imaginez, je prends un échantillon de sol. Si je verse de l'eau dessus, il va gonfler. Je peux imaginer le chemin inverse. Je prends un échantillon de sol qui est saturé ou quasi saturé. Je le mets à l'air libre. Je le mets à l'air libre et je le laisse à l'air libre. Je ne suis pas en train de le charger. Il n'y a aucun chargement mécanique. La contrainte mécanique totale sigma ne change pas. D'accord? Mais pourtant, cet échantillon, il va se déformer. C'est ça que j'ai envie que vous compreniez bien. Je peux prendre un échantillon de sol. Je ne change pas du tout ça, la contrainte totale, sigma. Mais pourtant, il se déforme. Si je le laisse à l'air libre, il va rétrécir. Son volume va diminuer. Il va subir un retrait. D'accord? Si je verse de l'eau dessus, il va gonfler. D'accord? Donc, je vais avoir des variations de volume. N'est-ce pas? Ces variations de volume, elles sont dues à quoi? Pourquoi il y a des variations de volume? Pourquoi? Pourtant, il n'y a pas de variation de contrainte totale. Si je mets un échantillon en train de sécher à l'air libre, je ne suis pas en train de le charger par une contrainte mécanique. Oui? C'est parce que les grains du sol sont soumis, sont propres. Les grains du sol sont soumis à l'air propre. À leur poids propre. Non, ça, c'est pas suffisant. C'est pas ça la réponse, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que quand je prends un échantillon de sol, si je vais l'envelopper, par exemple, dans du plastique, d'accord, son volume ne va pas changer. D'accord, je vais l'envelopper dans un film alimentaire, par exemple.
son volume ne va pas changer. Pourtant, son poids propre, il est là. D'accord? Donc, ce n'est pas l'effet du poids propre. Mais si j'enlève le film alimentaire, je le laisse à l'air libre, il va varier de volume. Pourquoi? Oui? C'est peut-être la cause de la pression interstitielle. C'est la pression interstitielle qui change. Très bien. On avance. Ça, on l'a déjà dit. Hein. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Par exemple, dans le cas des sols saturés, on a dit que sigma prime égale sigma moins UW. D'accord? Tout le raisonnement sur le comportement mécanique d'un sol, d'accord? Tout le raisonnement repose sur cette contrainte effective. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus et c'est très important. Le raisonnement est basé sur cette contrainte effective, sigma prime égale sigma moins U. Parfois, on ne donne pas beaucoup d'importance à ça, mais tout le comportement est expliqué par ça. Regardez bien. On a dit que le comportement mécanique est géré par les variations de contrainte effectives, sigma prime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variations de sigma prime, c'est elles qui vont me donner des déformations ou des variations de résistance au cisaillement. D'accord? Donc, le fait que sigma ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variation de volume. La preuve, je prends un échantillon de sol, je le mets à l'air libre, sans chargement, d'accord? Il se déforme. Pourtant, je n'ai pas changé sigma. Il se déforme. Alors, s'il s'est déformé, s'il s'est déformé, ça veut dire que sigma prime a changé. D'accord? Ça veut dire que sigma prime a changé. Et si sigma n'a pas changé, donc automatiquement, c'est UW qui a changé. Parce que quand je mets mon échantillon à l'air libre, il y a de l'eau qui va s'évaporer. Donc l'atmosphère, si l'atmosphère est plus sèche ou moins humide que l'intérieur de l'échantillon, l'atmosphère va prendre de l'eau, elle va aspirer de l'eau de l'échantillon. D'accord? Et l'eau va se mettre en dépression, donc en pression négative, qui va augmenter. D'accord? Donc j'ai une pression négative ici, qui va augmenter, d'accord? Et la valeur positive que j'ai ici augmente, donc sigma prime augmente, et je vais avoir un retrait de l'échantillon de sol. D'accord? C'est clair? D'accord. Donc, comprenez Oui, bien monsieur. que... Oui, vas-y. Non, je dis c'est clair. C'est clair. Très bien, très bien. Donc, comprenez bien que les déformations volumiques peuvent être causées par les variations de contrainte mécanique totale, comme elles peuvent être causées par des variations de pression interstitielle, soit positives, soit négatives. Si elle est négative, on parle à ce moment-là de succion, de variation de succion. D'accord? Donc ici, si vous voulez, si on veut caractériser le retrait-gonflement, il nous faut une courbe delta H en fonction de sigma prime, si vous voulez, mais sigma ne change pas. Donc ce qui peut m'intéresser, moi, c'est une relation delta H UW. D'accord? Delta H UW. Mais dans les approches classiques, pourquoi ça ne se fait pas? Parce que tout simplement, dans l'odomètre, je n'ai pas les moyens, dans un appareil odométrique, de mesurer la pression interstitielle. D'ailleurs, même la pression interstitielle positive, je ne peux pas la mesurer dans un odomètre. Encore moins la pression interstitielle négative. Je n'ai pas les moyens de les mesurer dans un odomètre. Il n'est pas équipé pour ça. Un odomètre classique, il est fait pour faire un essai odométrique saturé, classique. Donc, à l'origine, il n'est pas destiné à étudier le gonflement. Mais bon, on l'utilise pour étudier le gonflement parce qu'il n'y a pas autre chose dans les laboratoires autre que l'odomètre. En tout cas, en termes de variation volumique. D'accord? Alors, à ce moment-là, l'approche que nous allons présenter, elle permet de combler ce vide. Elle permet de représenter des courbes, par exemple delta H ou l'indice des vides ici, il n'y a pas de problème, en fonction de la pression interstitielle. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. J'ai dit, voilà, je peux imposer
une succion, un échantillon de sol. Une fois que cet échantillon de sol est en équilibre, je vais mesurer son volume, etc. Je vais avoir un point sur cette courbe. Vous vous rappelez de ça? Après, si j'applique une succion plus grande à un deuxième échantillon, je lui applique une succion plus importante. Une fois l'équilibre atteint, une fois que l'échantillon a totalement rétréci, je mesure son volume, je mesure sa teneur en eau, je mesure tout ce que je veux, et j'aurai un deuxième point ici. Et ainsi de suite, pour avoir une courbe complète, indice des vides, succion. D'accord? Donc c'est comme ça. Les points, on les obtient. Pour les suctions moyennes, on utilise, donc pour une gamme de succion qui va à peu près jusqu'à, on va dire, 80 bars, on va utiliser la technique osmotique, qu'on a déjà présentée. Osmotique. On bat au-delà d'un certain seuil, on utilise les dessicateurs à solution saline, d'accord, à solution saline, qui peuvent me permettre d'appliquer des suctions qui vont jusqu'à environ 300 mégapascales, ce qui est déjà énorme, 300 mégapascales, c'est-à-dire 3000 bars de succion. D'accord? Donc, les techniques me permettent d'avoir cette courbe indice des vides, succion. Ça. Là, c'était plutôt un rappel des choses qu'on a déjà dites. Après, je vais revenir maintenant au PowerPoint. Je vais faire le partage pour que vous puissiez le voir. Le PowerPoint, il est là. Normalement, maintenant, vous voyez la diapo du PowerPoint. OK. Est-ce que vous voyez la diapositive analogie entre contraintes mécaniques et succion? Vous voyez ça? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Alors, pour l'instant... J'ai une question. Oui, vas-y. Oui. En fait, c'est toujours par rapport à l'arrêté de gonflement. Ma question, c'était par rapport à la force de cohésion entre les grains de solide. Est-ce qu'on peut toujours parler de la réduction de la force de cohésion entre les grains de solide à cause de l'augmentation de la pression interstitielle pour qu'on puisse avoir un gonflement du sol? Je n'ai pas entendu la dernière partie de la phrase. C'est toujours par rapport au gonflement du sol. Est-ce qu'on peut parler de la réduction de la force de cohésion entre les grains de solide à cause de l'augmentation de la pression interstitielle? D'accord. Très bien. Bonne question. Ça, normalement, on va y arriver par la suite quand on va regarder un peu le comportement déviatoire, quand on va parler de résistance d'un son non saturé. C'est là qu'on parlera de cohésion. Mais je peux te dire tout de suite que ce que tu as dit est juste, c'est-à-dire quand un sol, quand l'eau interstitielle est en dépression, d'accord, quand elle est en dépression, ça crée une espèce de cohésion, en fait, à l'intérieur de l'échantillon de sol. D'ailleurs, cette cohésion, on va l'appeler une cohésion capillaire. Ce n'est pas la même chose que la cohésion qui se trouve dans un sol saturé. C'est ce qu'on peut appeler une cohésion vraie. Dans un sol non saturé, on a une espèce de fausse cohésion, entre guillemets, d'accord, qu'on peut appeler cohésion capillaire. Cohésion capillaire. Et c'est cette cohésion capillaire. Si tu prends, par exemple, si tu es au bord de la mer, si tu prends un sable sec, d'accord, tu prends un sable sec, tu ne peux pas construire un château avec un sable sec. Tu ne peux pas faire une paroi verticale avec un sable sec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune cohésion dans un sable. Mais si tu vas prendre ce sable, tu vas l'humidifier un peu. Tu vas le mettre dans un état non saturé, dans un état humide, non pas sec et non pas saturé, mais entre les deux. Humide, par exemple, c'est le sable que tu vas prendre un peu plus du côté de la mer, un peu humide, mais pas vraiment à l'intérieur de l'eau. Juste à la limite qu'il soit humide. Avec un sable comme ça, tu peux faire des parois verticales. Pourquoi? Parce que l'état de non-saturation de ce sable lui donne cette cohésion capillaire qui permet de faire un château de sable, par exemple. D'accord? Donc, effectivement, la non-saturation, ça induit une cohésion supplémentaire
dans le sol. Et donc, par conséquent, donc, s'il y a une cohésion supplémentaire, automatiquement, il y a une résistance supplémentaire. C'est pour ça que quand tu prends un échantillon d'argile qui est sous la forme d'une pâte, c'est comme une pâte à modeler, tu le prends entre tes doigts, tu vas le manipuler comme une pâte. Mais si tu le laisses sécher pendant 3 heures à l'air libre, et tu reprends le même échantillon d'argile, ce n'est plus une pâte à modeler. D'accord? Ça devient comme une pierre. Pourquoi? Parce que la cohésion capillaire a augmenté. Donc le sol est devenu plus résistant. D'accord? Et moins déformable. Il est devenu plus résistant et plus rigide aussi. Plus rigide, ça veut dire moins déformable. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Taïbo. Oui, oui, merci. Ça va? Je pense qu'on y reviendra quand même quand on parlera de résistance. On aura normalement l'occasion de parler un peu de résistance des sols non saturés. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs aussi, je pense qu'on a parlé en classe de l'exemple de la tranchée au début du semestre, les séances présentielles. On a parlé de la tranchée verticale qui tient, mais s'il y a de la pluie, elle tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une espèce de cohésion qui était due au fait que le sol est un peu sec, d'accord? Donc la cohésion capillaire. Et si cette cohésion disparaît, la tranchée ne tient plus. S'il y a de la pluie qui tombe, etc., on peut avoir la tranchée qui ne tient plus, parce que justement ce supplément de cohésion a disparu. Mais on peut y revenir après, quand on parlera aussi de résistance des sols non saturés. Ok. Alors, je reviens à la diapo. Alors, sur cette diapo, regardez juste la courbe qui est en bas. On ne va pas regarder la courbe qui est dans la partie supérieure, on y reviendra après. La courbe qui est en bas, ça montre tout simplement, vous regardez bien ici, je dois avoir aussi un pointeur quelque part ici. Un pointeur, je ne sais plus comment on fait ça. Je sais pas, je sais pas comment on fait ça. Peut-être ici. Je ne sais pas comment le faire. Allez, je ne sais pas si vous voyez la souris quand elle se déplace ici. En tout cas, j'ai dans la courbe qui est en bas l'indice des vides en fonction de la succion. En fait, j'ai le log de la succion en bas. D'accord? Log de la succion. Donc, quand on fait ce type d'essai, ce qu'on appelle un essai, par exemple, de retrait-gonflement, ou là, vous pouvez l'appeler essai de drainage-humidification, d'accord? On va avoir un résultat qui ressemble à ça. D'accord? Donc là, vous avez la partie retrait, donc diminution de l'indice des vides lorsque la succion augmente. Donc lorsque la succion augmente, c'est lorsque, par exemple, je prends un échantillon de sol, je le mets à l'air libre, ça va se passer comme ça. Ça va rétrécir jusqu'à un certain niveau où il n'y a plus de retrait. D'accord? Mais ça, bien sûr, on ne le fait pas à l'air libre, on le fait avec les techniques que j'ai expliquées auparavant, la technique osmotique, la technique des solutions salines. C'est-à-dire chaque point que vous voyez ici, c'est un échantillon de sol auquel j'ai appliqué une succion donnée. Par exemple, ce point-là, pour l'avoir, j'applique une succion de 100 kPa avec l'osmose. Et une fois qu'il s'est stabilisé, je peux mesurer son indice des vides et tout le reste. J'aurai ce point-là. Et ainsi de suite. Donc, si je le fais pour différents niveaux de succion, je vais avoir une courbe qui ressemble à ça. Ça, c'est une courbe réelle. Ça, c'est une courbe sur l'argile blanche qui a été faite en France par Zerhouni 1991. D'accord? Donc, je vais avoir le retrait comme ça. Après, on va atteindre un palier jusqu'ici. D'accord? D'ailleurs, je peux vous poser la question. Ce palier-là, ce palier presque horizontal, qu'est-ce qu'il vous rappelle? Normalement, il doit vous rappeler un paramètre que vous connaissez en mécanique des sols. Un paramètre que vous connaissez déjà. C'est un paramètre qui fait partie des limites d'Atterberg, si vous voulez. C'est quoi ce paramètre?
Il vous rappelle quoi, ce palier? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les limites d'Atterberg, bon, on a les deux limites. On a la limite de liquidité et la limite de plasticité. Il y a une troisième limite qui s'appelle? Monsieur, rupture. Non, ça s'appelle la limite de retrait. De retrait. Oui, la limite de retrait. D'accord? C'est quoi la limite de retrait? On connaît la limite de liquidité, le seuil à partir duquel le sol devient quasiment liquide. La limite de plasticité, donc ça sépare l'état solide, si vous voulez, l'état plastique. Après, il y a une tourne Renault plus basse qu'on appelle limite de retrait. Est-ce que vous connaissez la limite de retrait? Vous avez entendu parler? Non? En fait, la limite de retrait, c'est très simple. Quand je prends un échantillon de sol, imaginez que je le mets à l'air libre. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Son volume va diminuer. Mais est-ce qu'il va diminuer jusqu'à l'infini, son volume? À un certain moment, il va se stabiliser. D'accord? À un certain moment, il ne va plus changer de volume. C'est le moment où il ne change plus de volume, donc la tourne Renault qui correspond au point où il ne change plus de volume, on appelle ça la limite de retrait. D'accord? Donc, si vous voulez ce palier-là, on peut l'appeler palier de limite de retrait. Parce que l'indice des vides, il diminue. À un certain moment, il ne diminue plus. Ça devient un palier ici. D'accord? Ça, c'est le palier de limite de retrait. Donc, quand j'étudie le retrait, là, par exemple, vous voyez une flèche vers une maison. Si cette maison est construite dans un endroit où on passe par une saison sèche, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le niveau du sol qui était là en pointillé, il descend. Il va y avoir un retrait et il va y avoir des fissures. Là, je ne sais pas l'image des makharjas, ce n'est pas bien clair. Mais en fait, les fissures viennent comme ça du haut vers le bas. Les fissures de retrait. Maintenant, le chemin inverse, c'est un chemin de gonflement. C'est un chemin de gonflement. Donc, si, par exemple, il y a de la pluie, le sol va gonfler et il va y avoir des fissures de ce type. OK? Mais dans un plan comme ça, j'ai l'information complète. J'ai une relation contrainte-déformation. Enfin, quand je dis contrainte, c'est contrainte effective. La contrainte totale ne change pas. Mais c'est la succion, en fait, qui va changer. C'est la pression interstitielle qui va changer. Donc, j'ai une relation entre le log de la succion. Pourquoi je ne mets pas log? Pourquoi on ne met pas ici log UW? On met succion ou la log de la succion. Pourquoi on ne met pas log UW tout simplement dans cet axe? Il faut que l'on ait un peu d'interactivité, d'accord? Parce que s'il n'y a pas d'interactivité, je me sentirai seul. Monsieur, parce que la succion dépend de la pression interstitielle quand elle est négative. Mais si on met log entre parenthèses négatif, c'est pas... C'est pas possible. Très bien. Pas On ne peut pas mettre log UW. On ne peut pas mettre parce que la pression interstitielle, elle est négative. Pour ça, on parle de succion. La succion, si vous voulez, c'est la valeur absolue, pour simplifier. La succion, c'est moins UW. Ou la UA, pression de l'air, moins UW. Bon, la pression de l'air, si on considère qu'elle est 0, ça va faire moins UW. Donc, la succion, c'est une quantité positive. La pression interstitielle ici, elle est négative, parce qu'on est en dépression. Et la succion, c'est un nom positif. Donc, je peux dire log succion. OK? Voilà. Très bien. Avant de revenir à la courbe du haut, ça c'est une autre affaire, j'y reviendrai dans quelques minutes. Je vais compléter l'information de cette courbe parce qu'on avait dit que lorsque l'échantillon de sol est en équilibre, on va mesurer sa tourne Renault, on va mesurer son volume et donc on peut déterminer son indice des vides qui est représenté ici. On peut calculer son degré de saturation, d'accord, et on a sa tourne Renault. Et j'ai envie qu'on représente tous ces paramètres en même temps sur une même page
pour que l'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur un chemin de drainage-humidification, mais sur un chemin de retrait-gonflement. Ça, c'est ce qui est représenté dans la diapo suivante. Donc là, j'ai changé de diapo. Normalement, ça devrait changer aussi à Andcom. J'ai présenté ici cycle de drainage-humidification. Cycle de drainage-humidification. Est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur, oui. C'est bon. OK. Donc, je suis sur la diapo cycle de drainage-humidification. Là, j'ai représenté les courbes les unes au-dessus des autres. C'est le même essai. Hein. C'est le même essai sur le même matériau, drainage-humidification. Donc, sur le premier plan, c'est ce que j'ai représenté tout à l'heure, indice des vides, contrainte, succion, pardon, indice des vides, succion. D'accord? L'indice des vides en fonction du log de la succion. Et plus bas, j'ai représenté le degré de saturation en fonction de la succion. Voilà, ce que vous voyez ici en PF, c'est juste une autre représentation de la succion. Le PF, en fait, c'est le log de la succion exprimé en centimètres d'eau. Donc, je ne vais pas vous encombrer avec ça, c'est juste la succion représentée autrement. Donc là, j'ai le degré de saturation en fonction de la succion. Ou j'ai la teneur en eau en fonction de la succion. Pour le même essai. D'accord? Ça permet juste de voir, par exemple, pour cet échantillon qui est en train d'être drainé ou séché, je vois ici bien l'indice des vides, le retrait, ça rétrécit, jusqu'à ce que j'atteigne un palier, ce qu'on appelle le palier de limite de retrait où il n'y a plus de retrait. Après, je vais avoir le chemin inverse, le chemin de gonflement. Je peux m'interroger sur le degré de saturation, c'est-à-dire sur ce chemin de retrait, qu'est-ce qui se passe pour le degré de saturation? Eh bien, je peux voir que jusqu'à cette limite-là, je vois que le degré de saturation est égal à 1. C'est-à-dire, quand un échantillon de sol se met à sécher au départ, il va rétrécir. Ça ne veut pas dire qu'il va se désaturer tout de suite. Non. Il peut rester saturé jusqu'à une certaine succion. D'accord? Ça, c'est possible. Comment c'est possible? Parce que la variation de volume de l'échantillon est égale à la variation du volume d'eau. C'est-à-dire, si j'ai 1 cm3 de variation de volume et 1 cm3 d'eau qui part, l'échantillon reste saturé. D'accord? Par contre, au moment où j'ai une variation de volume, par exemple, qui est inférieure à la variation de volume d'eau, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une entrée d'air. Il y a de l'air qui pénètre dans l'échantillon. D'accord? C'est à quel moment que l'air va pénétrer dans l'échantillon? C'est à partir de ce point-là, en succion. D'accord? C'est à partir de ce point-là, je vois que le degré de saturation se détache de 100% et le sol devient non saturé. Après, il y a une vidange rapide de l'échantillon. Hop. En bas, je vais suivre le chemin inverse. D'accord? Donc ça permet de dire juste que si vous voyez un sol avec une pression interstitielle négative, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est non saturé. Non. Il peut être saturé au départ. Si la succion dépasse une certaine limite, il devient non saturé. Et ça, c'est la teneur en eau. On dit la teneur en eau qui est en fonction de la succion. Bon, c'est ce qu'on appelle la courbe de rétention d'eau. La troisième représentation, elle est beaucoup plus utilisée par les agronomes. Courbe de rétention d'eau. Donc, ce que j'observe globalement sur ces trois courbes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une hystérésis du comportement. C'est-à-dire que le comportement n'est pas réversible. Il y a un chemin de séchage et le chemin d'humidification qui sont différents. D'accord? Le chemin n'est pas réversible. Après, donc, il y a deux autres plans qu'on peut représenter. Là, donc là, j'ai la représentation complète. Je passe à la diapo suivante avec 5 plans. D'accord? 5 plans. Donc, les 3 premiers plans, indice des vides, degré de saturation, teneur en eau, chacun d'eux en fonction de la succion. D'accord? Et à côté, j'ai l'indice des vides en fonction de la teneur en eau et le degré de saturation en fonction de la teneur en eau. D'accord?
Donc là, je peux voir, par exemple, dans le domaine saturé, il y a une relation linéaire entre l'indice des vides et la teneur en eau, c'est la relation E égale WGS, qui est représentée par cette droite-là. Après, quand j'atteins la teneur en eau de limite de retrait, je rentre dans le palier horizontal pour lequel l'indice des vides reste pratiquement constant. Donc, il y a eu beaucoup d'études dans les années 90, hein. Beaucoup d'études qui ont été faites sur les chemins de drainage humidification, parce que c'est comme ça que l'étude des sols non saturés a été abordée, d'accord? Elle a été abordée en séparant, en essayant de séparer l'effet de la succion de l'effet de la contrainte mécanique. C'est-à-dire, on a regardé, par exemple, si on fait varier uniquement la succion, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Parce que si on fait varier, ça c'est une approche, je dirais, de recherche, que l'ingénieur aussi peut en avoir besoin. Quand on fait varier plusieurs paramètres à la fois, on ne sait pas à la fin quel est le paramètre qui a eu une influence. D'accord? Donc, si vous voulez étudier un phénomène, même en étant ingénieur, vous voulez comprendre quelque chose, il faut essayer de séparer les paramètres. Parce que si vous faites varier plusieurs choses en même temps, vous n'allez pas pouvoir interpréter. Donc là, on ne fait varier que la succion. On ne fait pas varier et la contrainte totale mécanique et la succion, mais on fait varier uniquement la succion dans ce type d'essai, pour voir comment le sol se comporte dans ces conditions. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, on est juste en train d'étudier le retrait-gonflement d'une argile, mais en prenant en compte la succion. Donc, ce qui se faisait dans les laboratoires classiquement, l'axe de la succion, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas parce qu'il n'y avait pas de possibilité de mesurer la succion. Donc là, les essais sont faits de telle façon à ce que la succion, elle est contrôlée, elle est imposée. Pour chaque échantillon de sol, on impose une succion et on regarde qu'est-ce qui se passe. On impose une deuxième succion, on regarde quel est l'indice des vides final, et ainsi de suite. Et comme ça, on constitue ces courbes-là, d'accord, qui nous permettent d'avoir une idée claire et précise sur le chemin de retrait-gonflement, avec une information aussi bien sur les conséquences, c'est-à-dire les variations d'indice des vides, de degré de saturation, de teneur en eau, mais aussi sur les causes. La seule cause ici, c'est la succion, parce qu'il n'y a pas de contrainte totale mécanique. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, ça va? Oui, monsieur. Pas mal. Voilà, donc c'est bon, je reconnais que c'est un peu pointu pour la pratique courante de l'ingénieur, mais c'est quand même, on est quand même dans un cours de géotechnique avancée. On n'est pas dans un cours de géotechnique de base. On est sur la géotechnique avancée, c'est-à-dire on est sur des choses qui sont un peu particulières, un peu pointues, mais aussi un peu récentes aussi, hein, parce que je ne sais pas, avant les années 90, on ne connaissait pas ce type de courbe, hein, on ne connaissait pas. Vous ne trouverez pas dans les livres ou dans la littérature des courbes comme ça, datées de avant 90. Ça n'existe pas. Ok. Bien. Alors, après, je voudrais revenir sur la courbe de tout à l'heure. Ça c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser. Regardez bien. Bon, pour ne pas trop vous encombrer, je vais revenir sur cette diapo. Regardez bien juste le plan indice des vides succion. Regardez bien le plan indice des vides succion. Donc, on dit le chemin de drainage. Hein, on dit le chemin inverse qui est l'humidification. Là, le gonflement. La question que je vous pose, cette courbe, elle vous rappelle quoi? Cette courbe vous rappelle nécessairement une courbe que vous connaissez bien. Ah, courbe d'un lycée autométrique. Très bien, très bien. Exactement.
Donc cette courbe-là, indice des vides succion, elle me rappelle la courbe eudométrique. Sauf que la courbe eudométrique me fait de la partie de palier, mais la courbe eudométrique. Si j'enlève ce palier, le reste de la courbe ressemble à la courbe eudométrique qui est, elle, représentée dans le plan indice des vides, log de la contrainte verticale effective. Très bien. Alors, cette comparaison, si vous voulez, elle semble assez banale, si on veut, mais ses conséquences sont très, très, très importantes. Les conséquences de cette comparaison sont très importantes. Je reviens à la diapo de tout à l'heure. Donc là, normalement, je suis sur la diapo analogie entre contrainte mécanique et succion. Normalement, vous la voyez. Donc, le taht, c'est la courbe qu'on a commencé par regarder. Indice des vides succion. D'accord? Et pour le même matériau, l'argile blanche, d'accord? Pour l'argile blanche, le même matériau, on au-dessus la courbe eudométrique. Indice des vides, contrainte verticale effective, la courbe eudométrique habituelle. En fait, quand on compare les deux courbes, elles ne se ressemblent pas uniquement au niveau de la forme, mais si je les superpose, en fait, c'est la même chose. D'accord? Vous voyez ici, j'ai les mêmes pentes. Dans la courbe eudométrique, on dit la pente CS et la pente CC. Dans la courbe de séchage ou de drainage, humidification, j'ai les mêmes pentes CS, CC, et quand je suis le gonflement, on dit CS. Et pareil, le palier qui est quelque chose de différent, parce que le palier, c'est un palier où il y a plus de déformation. D'accord? Et donc, c'est le palier qui fait un peu la différence. Mais hormis le palier, le reste, c'est la même courbe avec les mêmes pentes. D'accord? Bien sûr, là on monte, si je regarde là, 10 puissance 4 kilopascal, c'est-à-dire, alors là, qu'est-ce que j'ai? Oui, 10 000 kilopascal, 10 mégapascal, 100 bars. Parce que ça, c'est un essai qui monte très haut en contrainte. Mais la succion, elle va beaucoup plus loin. En termes de succion, chemin de drainage, on va jusqu'à 10 puissance 5, voire plus que 10 puissance 5 kilopascal. C'est-à-dire 100 mégapascal, 1000 bars. Donc là, on a dépassé les 1000 bars. L'essai odométrique, si on remonte à des contraintes de cet ordre-là, on va avoir aussi un palier. Hein, parce qu'un échantillon de sol, tu vas le charger dans des conditions odométriques, il va se déformer. À un certain moment, il n'y a plus de vide. Hein. Les vides deviennent très très faibles, que l'on va atteindre aussi un palier. Mais ce palier-là, personne n'en parle, l'essai odométrique, parce que le niveau de contrainte atteint par l'ingénieur, mais au sol, je n'ai pas le niveau. D'accord? Quand on construit, on ne va pas... Enfin, généralement, on ne dépasse pas les 10 bars de contrainte, d'accord, sur le sol. C'est pour ça que la plupart des essais industriels, ils vont jusqu'à 10 bars, 15 bars de contrainte dans un essai odométrique. Ils ne vont pas plus loin, d'accord? Sauf si l'échantillon de sol est vraiment très surconsolidé, comme on l'a dit, l'exercice qu'on a fait. Si le sol est très surconsolidé, et il a une contrainte de préconsolidation de 15 bars ou la 20 bars, à ce moment-là, si tu fais un essai, toi, à 15 bars, tu ne peux pas détecter cette contrainte de préconsolidation. Donc, il faut aller plus loin. Tu dois faire un essai jusqu'à 30, 40, voire 50 bars pour pouvoir le détecter. Bon, aujourd'hui, on a les appareils odométriques qui permettent de faire ça. C'est les appareils pneumatiques. Ce n'est pas avec des poids qu'on va mettre au-dessus parce que sinon on va faire basculer le bâti. Mais c'est des odomètres pneumatiques. La contrainte n'est pas appliquée par des poids, mais elle est appliquée par une pression d'air, hein, par un compresseur. Par un compresseur d'air. Au laboratoire Adna, nous avons 2 appareils comme ça, pneumatiques. On peut les voir si l'occasion se présente.
Qu'est-ce que je disais? Donc, je disais que ces deux chemins sont les mêmes. C'est-à-dire que je prenne un sol, je lui applique une contrainte totale de 5 bars, ou là que je lui applique une succion de 5 bars, le résultat est le même. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que cela signifie comme conséquence? Le fait que ces deux courbes soient les mêmes. La courbe oedométrique, on va dire, si on parle uniquement du chargement, la courbe de chargement oedométrique, ou la courbe de drainage, ou la de séchage, ou la de retrait, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça signifie comme conséquence? Bon, c'est une question un peu difficile, hein, je le connais. Comment je vais vous expliquer ça? Je vais le faire sur le tableau. Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Alors, la question, je vais partager le tableau. Ok. Je vais reformuler ma question. Alors, normalement, là, je suis sur le tableau. Si vous ne le voyez pas, vous me signalez. J'ai dit que quand j'ai pris la courbe E log de la succion S, d'accord? S, bon bien sûr, S, je vais dire que S c'est moins UW. E log de S, j'ai obtenu une courbe comme ça. Alors, je vais mettre ça en rouge. J'ai obtenu une courbe comme ça. Après, j'ai un palier quasiment horizontal, en limite de retrait. Quelque chose comme ça. OK? Quand on fait, donc ça c'est le drainage, je vais l'écrire en rouge, la légende ici, ça c'est le drainage. Après, en bleu, je vais mettre l'essai oedométrique. Quand je fais un chargement oedométrique, je vais avoir quelque chose comme ça. Juste ici. Bon, je ne parle pas de la décharge, je parle que du chargement pour simplifier. Le fait que la courbe de drainage et donc la courbe bleue, bien sûr, elle est représentée dans le plan E log sigma V, sigma prime V, parce que la courbe oedométrique, c'est un chargement mécanique. La courbe de drainage, c'est un chargement hydrique, c'est un chargement avec la succion uniquement. C'est la pression interstitielle qui change. Mais je prends le même axe ici, c'est-à-dire les mêmes valeurs. Si pour la succion, quand je dis 1 bar, pour la contrainte, je dis 1 bar, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir les deux courbes qui sont quasiment confondues. Quasiment confondues. Ma question, c'était, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quelles sont les conséquences de ça? Qu'est-ce que je peux conclure à partir de là? Le fait que ces deux courbes soient confondues, c'est une coïncidence extraordinaire. J'aurais pu avoir deux courbes complètement différentes. Mais j'ai deux courbes qui sont quasiment semblables. Quelle est la conséquence? Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Allez. Quelles sont les conclusions de ça? Alors, pour simplifier, je peux dire que, première conclusion, je peux dire juste que l'effet d'une variation de succion et l'effet d'une variation de contrainte sont équivalents. D'accord? C'est-à-dire que je fasse varier la succion de 1 bar ou que je fasse varier la contrainte mécanique de 1 bar, ça donne la même variation d'indice des vides pour le sol. Est-ce que ça c'est clair? Non, Non. Oui. C'est clair.
Non. Les noms, quels les noms? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça? Oui, monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je répète. Donc, je disais que le fait que ces courbes soient confondues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'applique, par exemple, une variation de succion de 1 bar, imaginez que j'ai ici, pour la courbe rouge, un delta S, par exemple, un delta S égale 1 bar, c'est un exemple. Hein. Je vais avoir un delta E voilà le delta E correspondant que je vais avoir. Par exemple, je donne juste un exemple numérique au hasard. Hein. Par exemple, delta E égale 0, 1. Par exemple. Ça, c'est le chemin de séchage. Fluidomètre, si je prends le même incrément delta sigma, je vais avoir le même delta E. C'est-à-dire, si je prends delta sigma égale 1 bar, je vais avoir une variation d'indice de vide delta E égale 0,1. D'accord? C'est-à-dire, quand vous avez un échantillon de sol entre les mains, et vous voulez faire varier son indice de vide, par exemple, de 0,1, ça c'est un exemple, hein. Vous voulez faire varier son indice de vide de 0,1, vous pouvez indifféremment soit lui appliquer une variation de succion de 1 bar, soit une variation de contrainte totale de 1 bar. D'accord? Mais ça, c'est exactement le principe de contrainte effective de Terzaghi qui dit que sigma prime égale à sigma moins U. Parce que sigma prime égale sigma moins U, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'applique un delta U égale 1 bar, donc ça fait, j'ai un delta sigma prime de 1 bar. Si j'applique un delta sigma de 1 bar, j'aurai un delta sigma prime de 1 bar. C'est le delta sigma prime qui est responsable de déformation. Donc, du moment que je vais avoir le même delta sigma prime, c'est normal que j'obtienne le même delta E. Ça veut dire, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette partie-là de la courbe, avant le palier de retrait, je vais juste limiter, non, le palier de retrait. Le palier de retrait commence à partir de là. Mais dans cette partie-là, le principe de contrainte effective reste valable. Sigma prime égale sigma moins. Il est valable. Parce que le principe de Terzaghi, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit sigma prime égale sigma moins U, ça veut dire qu'une variation de U ou là une variation de sigma, ça donne le même effet. Si ces variations sont égales, bien sûr. Si je fais varier delta U de 1 bar ou la delta sigma de 1 bar, ça me donne la même variation de delta sigma prime. Et puisque sigma prime, c'est elle qui va provoquer les variations de volume, donc je vais avoir la même variation de volume. OK? C'est aussi simple que ça. J'ai une question. Oui, vas-y. Oui, je voulais savoir si ça c'est toujours le cas avec le drainage et l'effet de musique, ou bien c'est une cas particulière. Si c'est général dans le cas, pardon, je n'ai pas bien entendu. Oui, je voulais savoir si c'est toujours le cas, si c'est le cas général, ou bien c'est un cas un peu particulier. Tu veux dire en fonction de la nature du matériau. C'est-à-dire, si je change de matériau, par exemple, est-ce que ça reste valable? C'est ce que tu veux dire? Oui, oui. Très bien, très bien, très bien. Très bien. La question est bien sûr à sa place. Hein. Effectivement, je pense que Taïbo pourra faire un bon chercheur. Quand on tire des conclusions de ce type, on ne va pas tirer ces conclusions à partir d'un seul matériau. Alors voilà, on a fait pour l'argile blanche et ça marche, c'est bon, on encadre le résultat et on s'en va. Non. Cette conclusion n'a été tirée, en fait, par les chercheurs qu'après avoir fait, je pourrais dire, une dizaine d'années de mesures sur une très large gamme de matériaux. Des matériaux qui vont de limon avec une limite de liquidité de 25, jusqu'à des matériaux très plastiques avec des limites de liquidité de 70, 80, 90, etc., même plus.
D'accord? Donc ça, c'est un résultat général. Ce n'est pas un cas particulier. D'accord? Ce n'est pas un cas particulier. C'est valable quel que soit le matériau. Bien sûr, là, on est en train de parler de matériaux fins. Parce que quand je parle de drainage, humidification, ça a du sens, surtout dans les matériaux fins. Parce que nous, les matériaux qui gonflent, qui rétrécissent, etc. Un sable, on peut parler de drainage humidification pour un sable, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord? Ça ne peut avoir un intérêt que la partie, oui, c'est légèrement humide avec une cohésion capillaire, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Ça peut avoir quelques applications pratiques, mais vraiment très limitées. Très limitées, on peut en parler, mais c'est vraiment limité. Le plus important, c'est l'application aux argiles, parce que c'est les argiles qui sont très déformables, hein, qui sont sensibles à l'eau notamment, les argiles avec des limites de liquidité assez élevées, supérieures à 50. C'est là où l'ingénieur peut avoir des problèmes de retrait, gonflement, etc. Donc le résultat, il est général. Il n'a pas été déduit à partir d'un seul essai, mais à partir de beaucoup de travaux de recherche qui ont permis de dire que sigma prime égale sigma moins U reste valable jusqu'à la limite de retrait. Parce que si je dépasse la limite de retrait, je prends la courbe odométrique bleue. Si je la continue, bon, certainement elle va continuer un peu comme ça sur la même pente CC. Et ici, j'ai un palier. Donc, les deux courbes ne sont plus les mêmes. D'accord? Les deux courbes ne sont plus les mêmes. Et c'est à partir de là que, par exemple, si vous prenez Costet-Sanglera, je ne sais pas si je l'ai ici sous la main. Oui, je l'ai. Je peux vous dire à quelle page du Costet-Sanglera vous pouvez trouver l'expression de la contrainte effective de Bishop, pas de Terzaghi, mais de Bishop. Allez. La contrainte. Voilà. Ça va être par là. Voilà. Si quelqu'un a le Costet-Sanglera Mbadi Choufou, bon, enfin, il y a des versions qui circulent aussi sur Internet. Vous avez une version papier. En tout cas, pour l'édition que j'ai, c'est à la page 77 du tome 1 du Costet-Sanglera, c'est-à-dire c'est le cours de mécanique des sols de licence. D'accord? Je vais vous lire ce qui est écrit. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le Costet-Sanglera. D'accord? Et on va essayer de comprendre ça. Regardez ce qu'il dit. Jusqu'à présent, on a traité seulement d'un complexe de deux phases, c'est-à-dire soit sol saturé, donc là il dit solide, liquide, ou solide gaz, c'est-à-dire sol sec. D'accord? Milieu à deux phases. Okay? Le cas plus général d'un complexe de trois phases est beaucoup moins connu. On peut définir encore des contraintes effectives, mais leur calcul pratique soulève de nombreuses difficultés. Parmi les tentatives les plus intéressantes, on citera la formule de Bishop. Donc je vais écrire sigma prime égale sigma moins UA plus un paramètre fois UA moins UW, dans laquelle UA et UW représentent respectivement la pression de l'air et celle de l'eau, et qui un coefficient empirique qui dépend surtout du degré de saturation, qui est égal à 0 pour les sols secs et 1 pour les sols saturés. D'accord? Donc ça c'est ce que dit Costet-Sanglera dans son livre. Bon, ça c'est des éditions des années 80. Hein. Bon, il l'a écrit un peu avant. Et Bishop a écrit sa définition vraiment à la fin des années 50. Donc je vais vous écrire ça sur le tableau. Regardez bien. Donc là, si on a sous les yeux cette courbe-là, donc la courbe rouge, quand elle se détache de la courbe bleue c'est la courbe odométrique, et la courbe rouge c'est la courbe de drainage ou de séchage
du sol. D'accord? Donc, avant le palier de retrait, d'accord, qui est limité par les pointillés, on a dit sigma et U sont équivalents, c'est-à-dire sigma prime égale à sigma moins U. D'accord. Mais au-delà de cette limite, je vais essayer de prolonger les pointillés, mais juste pour vous dire que je suis de l'autre côté de la courbe. Là, Bishop, qu'est-ce qu'il a dit? Bishop, déjà, on va dire en 1959, il a dit sigma prime égale sigma moins U ne sera plus valable, mais on peut écrire sigma prime égale sigma. Moi, je vais enlever le UA pour simplifier l'expression de Bishop pour ne pas trop vous encombrer. Lui, il a dit sigma moins UA. Moi, je vais mettre sigma. Je suppose UA égale 0. Moins qui UW. D'accord? Voilà. Ce paramètre qui, le paramètre lisé de Bishop, c'est un paramètre qui est en fait compris, lui il le dit, entre 0 et 1. D'accord? Donc Bishop, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit juste que devant UW, je mets un nombre qui est inférieur à 1. Ça veut dire quoi un nombre inférieur à 1? Ça veut dire que l'effet d'une variation de succion est plus faible que l'effet d'une variation de contrainte. Imaginez par exemple qu'ils disent, par exemple, qui égale 0,5. Pour simplifier, juste un nombre, que vous puissiez comprendre. Prenons qui égale 0,5. On va dire sigma prime égale à sigma moins 0,5 UW. Ça veut dire que si tu fais, d'après ce que dit Bishop, ça veut dire que si tu fais varier UW de 1 bar, tu vas avoir sigma prime qui varie uniquement de 0,5 bar. Par contre, si tu fais varier sigma de 1 bar, sigma prime va varier de 1 bar. C'est-à-dire que le poids de sigma est plus important que le poids de UW dans l'expression de la contrainte effective. Si tu fais varier sigma de 1 bar, tu vas avoir une déformation. Pour avoir la même déformation, il ne faut pas que tu fasses varier UW de 1 bar, mais de 2 bars. Parce que comme ça, tu vas avoir 2 fois 0,5 égale 1, et tu vas avoir le même effet. Donc, c'est ce qui est observé ici, en fait. Ici, on observe que, dans cette courbe, que l'effet de sigma est plus important. C'est-à-dire la variation de la contrainte mécanique déforme plus l'échantillon de sol que la variation de succion. En supposant que ici, ce n'est pas tout à fait horizontal, et c'est plutôt quelque chose qui serait comme ça. Légèrement incliné, mais pas tout à fait horizontal. Parce que si on dit parfaitement horizontal, ça veut dire qu'il n'y a plus d'effet, en fait, de la succion sur la déformation. D'accord? Donc ça, c'était à la fin des années 50. Après, bon, ça a été un peu oublié. Mais ça a été repris, ces histoires-là, ont repris à nouveau vers les années 90. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y avait un problème dans les pays développés, notamment en Europe, le problème du stockage de déchets radioactifs, qui devait étudier le comportement des sols non saturés. Donc, ils ont repris tout ça pour des applications liées au stockage de déchets nucléaires. Donc, comme c'est des établissements qui ont beaucoup d'argent, donc ils ont pu développer la recherche dans ce sens. Et les autres en ont profité, c'est-à-dire les gens qui construisent les barrages en ont profité, les gens qui font les routes, qui font le retrait-gonflement sous un bâtiment, ils ont profité de ces recherches-là, mais initialement c'était beaucoup plus destiné au stockage de déchets radioactifs. Donc voilà un peu le comportement retrait-gonflement avant la limite de retrait et après la limite de retrait. D'accord? Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est que jusqu'à la limite de retrait, grossièrement, on peut dire que le principe de contrainte effective de Terzaghi reste valable.
D'accord? Bien que dans cette partie-là, avant la limite de retrait, pour une bonne partie, le sol il reste saturé. On l'a vu tout à l'heure sur la courbe du degré de saturation. Mais il y a une petite partie, on va dire à partir de là, par exemple de là à là, c'est non saturé, mais le degré de saturation, est encore proche de 100%. Donc jusqu'à un degré de saturation de l'ordre de 85% ou là, on peut considérer que le principe de Terzaghi reste valable sans commettre beaucoup d'erreurs. Mais en fait, cette validité n'est pas liée au degré de saturation. En fait, ce n'est pas tout à fait le degré de saturation. Mais on peut dire jusqu'à la limite de retrait, parce que ça dépend des matériaux. Le degré de saturation de la limite de retrait, ça, c'est pas la même chose pour tous les matériaux. D'accord. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. J'aimerais bien revenir à la diapo. La diapo qui est là. Donc là, je suis sur la diapo, bon, j'en ai plus pour longtemps, hein, on ne va pas trop prolonger la séance. Je suis sur la diapo cycle de drainage humidification. Donc ces allures-là, on les voit pour tous les sols fins. Mais bien sûr que cette pente, la pente que j'ai ici, elle change aussi bien que la pente CC de l'essai odométrique. Ça, ce n'est autre que la pente CC. Hein. Ce que je vois ici, la pente de drainage, c'est la pente CC de l'essai odométrique. Donc cette pente CC, elle change d'un matériau à un autre, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais aussi les seuils qu'on a représentés ici, le seuil, la limite de succion à partir de laquelle le degré de saturation se détache de 100%, la succion à partir de laquelle j'ai un retrait, un palier horizontal. Les seuils, ils changent aussi d'une argile à une autre. Hein. Ça dépend de la plasticité de l'argile, de sa minéralogie, donc ça change d'un matériau à l'autre. Donc là, par exemple, pour l'argile blanche, je vois que le matériau se désature pour une succion de l'ordre de 10 puissance 2 kPa, 100 kPa, c'est-à-dire 1 bar. Et que la limite de retrait se produit légèrement au-dessus de 1000 kPa, c'est-à-dire 1 mégapascal, c'est-à-dire 10 bars. D'accord? Mais les seuils, bien sûr, ils vont changer d'une argile à une autre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Donc, à la suite de ça, la séance prochaine, Inch'Allah, parce que là, je ne vais pas trop vous encombrer. Si vous avez des questions, là, on peut en discuter. Mais la séance prochaine, on va essayer de continuer à parler juste de quelques solutions pratiques, je dirais, d'ordre de l'ingénieur concernant le retrait-gonflement. C'est-à-dire comment on peut profiter déjà de tout ça pour un ingénieur de terrain. D'accord? Comment il peut caractériser un sol gonflant, comment il peut construire sur un sol gonflant sans qu'il ait des problèmes après sur sa structure. Donc ça, c'est quelque chose d'important et aussi d'actualité, hein, parce que, je l'ai dit, bon, en Algérie, il y a beaucoup de régions dans lesquelles il y a des sols gonflants. Hein. Tlemcen, il y en a pas mal aussi, Kifan, Bouhannak, etc. C'est des marnes qui ne sont pas spectaculairement gonflantes, mais elles sont plus ou moins gonflantes. Du côté de Maghnia aussi, il y en a aussi pas mal de régions. Sid el-Abdeli aussi. Sid el-Abdeli, il y a aussi pas mal de structures où on a observé des pathologies. Il y a des écoles primaires, etc., notamment les petits bâtiments, où il y a pas mal de pathologies liées au gonflement. Donc on peut évoquer ça et voir un peu comment on construit sur ce type de sol. Quelle est la conduite à tenir, je dirais, de l'ingénieur dans ce type de situation. Donc là, on reviendra sur des choses un peu plus terre à terre. Prochaine séance. Moraha, donc la prochaine séance, normalement, c'est le 31 janvier. N'oubliez pas que le 31 janvier, c'est le délai aussi pour remettre le deuxième devoir. D'accord? Deuxième devoir sur l'analyse d'un rapport géotechnique. Monsieur, vous pouvez nous ajouter un peu de temps après le 31?
Je vais y arriver. Allez, je fais la synthèse. On va parler du devoir si vous voulez. Donc, il y a mort le 31, il y a deux séances. On va les consacrer un peu au sol compacté parce qu'on a prévu donc un point sur les sols compactés qui est très important pour vous en tant que routier aussi, parce que vous faites les ouvrages d'art, donc entre autres les routes en particulier. Donc, les deux dernières séances, on parlera un peu des sols compactés. On essaiera de faire un autre devoir si on peut. D'accord. Moi, les devoirs à deux, c'est pas une sanction, hein, c'est pas pour vous sanctionner. C'est plus une sanction pour moi, les devoirs, parce que je dois les corriger. Mais pour vous, c'est beaucoup plus un apprentissage. Donc, j'espère que vous pouvez un peu tirer profit de ces petits travaux. Donc, c'est comme ça que je vois un peu la fin de cette matière. Maintenant, pour le devoir, je suis à votre écoute. Hein, le devoir, ne laissez pas à la dernière minute pour faire le devoir. Quitte pas 2 jours, vous allez me bombarder de questions, etc. Essayez de prendre un peu les choses un peu à l'avance. D'accord. Donc là, normalement, vous avez déjà commencé. Mais pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est le moment, hein, parce qu'il reste juste une semaine. C'est pas un travail insurmontable, hein, c'est un travail, c'est pas beaucoup de travail, hein, c'est un peu de réflexion, oui, mais c'est pas un travail énorme. Donc il faut essayer de faire une lecture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va découvrir dans ce rapport, mais vous avez des questions qui vous orientent, vous avez des corrélations que vous pouvez utiliser, soit la corrélation TSCC ou la corrélation les sols compactés, etc. Vous pouvez vous aider de ces corrélations, mais c'est aussi du bon sens. Hein. C'est aussi du bon sens. Vous allez lire le rapport avec bon sens. Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent incohérentes, ou là des choses qui te semblent bien ou là pas bien, il faut essayer de les signaler. Mais surtout, on cherche les points faibles, on cherche les choses qui ne sont pas cohérentes ou là qui ne sont pas logiques, je dirais, pour un peu s'adapter à la lecture d'un rapport géotechnique avec un regard, je dirais, critique. Je suis à votre écoute si vous avez des questions ou là sur le devoir, etc. Tu disais? Maintenant, on va arrêter l'enregistrement parce que ça, on va juste alourdir la diapo, enfin la vidéo pour rien. Arrêter l'enregistrement.